Chapitre 19. Mon destin. Il y eut une secousse, et le plateau se mit à descendre. Le nuage se dissipa, laissant voir les parois intérieures de la tour spiralée. Les lamias étaient toujours là, agrippées à la pierre, mais elles ne bougeaient pas. Autour de moi, des chaînes grinçaient et cliquetaient. Les autres plateaux descendaient aussi. Je cherchais des yeux ceux qui portaient Alice, Arkwright et l'épouvanteur, mais ils avaient déjà disparu. Je me souvins que la partie basse de la tour baignait dans une obscurité totale. La lumière autour de moi faiblissait. Bientôt, ma descente se poursuivit à l'aveugle. Enfin, je ressentis un léger choc. Le plateau avait touché le sol. Pendant quelques instants, je ne fis pas un geste. J'attendais, au cœur des ténèbres, osant à peine respirer. Des bruits mouillés m'apprenaient que d'autres plateaux se posaient à leur tour dans la boue. Je n'avais pas oublié la créature qui avait enfoncé ses crocs dans ma jambe pour me tirer jusqu'à la nacelle de métal. Rôdait-elle encore dans les parages? Je m'efforçais de raisonner calmement. La bête invisible avait rempli son rôle, me placer là où le mécanisme devait me hisser jusqu'en haut de la tour pour y rencontrer le malin. Sans doute me laisserait-elle tranquille à présent. N'avais-je pas conclu un marché? Ne m'avait-on pas accordé 1 heure pour trouver l'ordine avant son réveil complet? Mais pouvais-je compter sur les paroles du maître du mensonge? Ayant perçu un mouvement, dans l'ombre, je me recroquevillai sur moi-même. L'instant d'après, une lueur dansante apparut. Puis je vis s'approcher une silhouette munie d'une lanterne. À mon grand soulagement, je reconnus John Gregory. Il avançait lentement, jetant des regards inquiets de droite à gauche. Arkwright le suivait de près. Je me relevai et sautai de mon siège de métal. Mes bottes s'enfoncèrent dans la boue. Une troisième personne surgit dans un halo de lumignon. Alice. « J'ai cru que c'en était fini de nous, » déclara l'épouvanteur. « Il y a quelques instants, je m'attendais à être vidé de mon sang. Et me voilà entier. C'est trop beau pour être vrai. » Il nous observa tour à tour. Bien que je sentisse le regard d'Alice fixé sur moi, je gardai le silence. « Bon, voyons ce que nous pouvons retrouver par ici, » reprit mon maître. « Je me sentirai plus à l'aise avec mon bâton en main. » Nous le suivîmes, restant aussi près que possible du cercle de lumière jaune dessiné par la lanterne. Bientôt, nous avions récupéré son sac, son bâton et celui d'Arkwright, ainsi que mes propres affaires. « Voilà qui est mieux, » commenta Arkwright. « Et il me semble que nous profitions d'une aide extérieure, » fit remarquer l'épouvanteur. « Je me demande si ta mère y est pour quelque chose, petit. »« J'aimerais le croire, dis-je, priant pour qu'il ne devine pas quel rôle je jouais dans cette affaire. J'espère seulement qu'elle est saine et sauve. »« Quoi qu'il en soit, » conclut-il, « on nous accorde une seconde chance. Ne la gaspille pas. Dans peu de temps, tout ce qui hante ces lieux sera complètement réveillé. Nous devons nous hâter. La question cruciale est donc, dans quelle direction aller ? » J'avais la réponse. Je savais où trouver l'ordine. Mais comment le lui faire savoir sans dévoiler mes sources? Mon maître poursuivit. « Retournons sur le palier d'où partent les 3 escaliers. Chacun mène apparemment en haut d'une tour. Celui du centre abritait les élémentaux qui ont tué les sorcières. Celui que nous avons emprunté conduisait à une chausse trappe. Cela nous en laisse un. » J'intervins alors, choisissant mes mots avec soin. « Mon instinct me conseille d'éviter les tours. Chacune doit cacher un piège quelconque, comme celui qui a failli nous tuer. À mon avis, l'ordine est dans le dôme qui surplombe toute la structure. Maman me l'a dit. Si on ne la trouvait pas dans une des tours, c'est là qu'il faudrait la chercher. » L'épouvanteur se gratta la barbe, pesant mes paroles. « Ma foi, petit, je t'ai enseigné à te fier à ton instinct. Si toi et ta mère êtes du même avis, j'incline à le suivre. » Levant la lanterne, il regarda autour de lui. « Seulement, comment sort-on d'ici ?» Des ténèbres épaisses nous entouraient. On n'apercevait même pas les murs. L'épouvanteur se mit pourtant en route d'un pas décidé, et nous le suivîmes. Finalement, une étroite meurtrière nous révéla un décor de cauchemar. Piliers, arcades, contreforts se reflétant dans des mares d'eau noire. Sans nous attarder, nous empruntâmes un escalier, franchîmes une porte pour nous retrouver sur le toit de la citadelle, à l'ombre des 3 tours. Entouré par quantité de tourelles et de voussures compliquées, s'élevait le dôme. Nous avançâmes en file, l'épouvanteur en tête, Alice derrière moi, et Arkwright fermant la marche. Au-dessus de nos têtes, l'énorme nuage noir bouillonnait encore, et une pluie fine nous mouillait le visage. Bientôt la lanterne fut inutile, car une lumière verdâtre émanait des pierres de l'orgue. La terrasse au sol irrégulier était constellée de trous d'eau. Nous suivîmes une rigole bordée d'un muret de pierre. Soudain, une lune pâle apparut, aussitôt cachée par la masse nuageuse. Nous approchions de ce qui pouvait être l'entrée d'une galerie. Mais quand nous y pénétrâmes, elle se révéla être à ciel ouvert, le plafond remplacé par de gros barreaux. Lorsque la lune brilla de nouveau, je me crus dans le squelette
de quelques énormes animaux, emprisonnés entre ses côtes. Et tout autour, accrochés à la pierre par les mains ou par leurs 4 membres, recroquevillés sur le sol, nous guettaient les morts vivants. « Je n'aime pas cet endroit !» gémit Alice. En tant qu'apprentie de l'épouvanteur, j'avais maintes fois rencontré des âmes défuntes piégées dans leur corps d'avant. Mais ce spectacle était le pire que j'eus jamais observé. Certains de ces malheureux avaient encore quelque chose d'humain. Vêtus de haillons, ils tendaient vers nous leurs bras décharnés, nous suppliaient de les aider ou marmonnaient des paroles incohérentes. D'autres semblaient sortis de pires cauchemars. Je remarquai un être nu muni de multiples bras, tel une hideuse araignée, une sorte de rat sans pattes, dont le corps sinueux s'achevait en longue queue. « Qui sont-ils » demandai-je. « Que font-ils ici ?» Mon maître se retourna pour me répondre. « Ce sont probablement des âmes damnées. Certaines doivent être là depuis des décennies, entraînées par l'ordre chaque fois qu'il est reparti dans les entrailles de la terre. Ceux dont les esprits ont dégénéré au point qu'ils ont perdu presque toute forme humaine. On les appelle les subhumains. Je crains fort que, même si nous en avions le temps, nous ne puissions rien faire pour leur rendre la paix. J'ignore quels crimes ils ont commis sur terre pour avoir mérité une telle condamnation, mais ils sont trop loin de la lumière pour espérer la rejoindre un jour. Seule la destruction de l'ordre réussirait à les libérer. » Des âmes damnées. La nausée me prit à l'idée que, dans 3 jours, je risquais de connaître semblable destin. Je fus soulagé de laisser enfin derrière nous l'effroyable galerie, tandis que les voix plaintives se taisaient peu à peu. La pente du toit était plus abrupte à présent, et le dôme abritant l'ordine endormi s'élevait devant nous. On distinguait une entrée à sa base, une ouverture ovale, étroite et noire, dont la vue suffisait à m'épouvanter. Aucune porte ne la fermait. Pourtant, quand mon maître voulut franchir le seuil, il fut rejeté en arrière comme s'il avait heurté un obstacle. Frictionnant son front douloureux, il testa le vide du bout de son bâton. Un bruit sourd résonna, celui du coup frappé contre une porte invisible. Il explora l'espace du plat de la main. « Je sens une sorte de barrière, lisse mais extrêmement solide. Espérons qu'il existe une autre entrée. » Je tâtai l'ouverture à mon tour, et mon bras s'y enfonça sans rencontrer de résistance. Je pris une profonde inspiration et avançai d'un pas. J'étais entré. J'eus alors l'impression d'être projeté à une distance incroyable. Derrière moi, les autres n'étaient plus que des silhouettes indistinctes. Il n'y avait pas en ce lieu la moindre luminosité. J'étais au cœur d'un vaste espace clos, empli de nuit et de silence. Un pas en arrière, et je me retrouvai au dehors face à mes compagnons, dont les voix affolées résonnèrent à mes tympans. Cela me rappela mon apprentissage de la natation avec Bill Arkwright. Il m'avait jeté sans ménagement dans le canal, et j'avais bien cru me noyer. Quand il m'avait sorti par la peau du cou de l'étrange silence aquatique, les sons extérieurs s'étaient engouffrés ainsi dans mes oreilles. « Oh, Tom !» gémit Alice. « Je t'ai cru perdu. Tu as disparu d'un coup. » « Je vous apercevais encore, dis-je, mais vous n'étiez que des ombres, et je ne vous entendais pas. » Alice s'approcha de l'ouverture et essaya de passer, sans succès. Arkwright, à son tour, fit une tentative, d'abord avec son bâton, puis avec la main. « Si Tom peut le faire, pourquoi pas nous ?» grommela-t-il. L'épouvanteur ne répondit pas directement à sa question. Il fixa sur moi un regard inquisiteur. « Ta mère a-t-elle prévu ça, petit ? Souviens-toi de ce qu'elle nous a dit, que le don de ton sang t'ouvrirait l'accès à des lieux où, sans cela, tu n'aurais jamais pu pénétrer. Elle tenait plus que tout à ta présence à ses côtés. Peut-être y a-t-il ici, dans l'ordre, quelque chose que toi seul es destiné à accomplir. Quoi qu'il en soit, toi seul sembles autorisé à franchir cette barrière. » Il avait raison. Mon sang courait à présent dans les veines de l'ordine. Comme ma mère, j'avais désormais le pouvoir de franchir des frontières interdites. Et cela faisait partie de son plan. « Oui, dis-je, il faut que j'y aille seul. Il nous reste peu de temps. » Cette perspective me terrifiait, mais je ne voyais pas d'échappatoire. Je m'attendais à des objections, or mon maître acquiesça. Sans doute est-ce l'unique moyen d'atteindre l'ordine avant son réveil. Cependant, tu vas prendre de gros risques, petit, sans personne pour te prêter main forte. « Ne fais pas ça, Tom !» supplia Alice. L'épouvanteur poursuivit. « C'est notre dernière carte, il faut la jouer. Si l'ordine n'est pas détruite, aucun de nous ne sortira vivant d'ici. À quoi ça ressemble là-dedans ? Il fait très noir et on n'entend aucun bruit. En ce cas, tu auras besoin de lumière. Va, petit, et fais de ton mieux. Nous allons essayer de trouver un autre accès. » Je pris la lanterne qu'il me tendait, adressai à Alice un petit sourire confiant et franchis le seuil pour la 2e fois. Autant l'avouer, je crevais de peur. Mais je me répétais une phrase de mon père, quand un travail pénible attendait. Il faut bien que quelqu'un le fasse. Je jetai un dernier regard aux ombres de mes compagnons, debout devant l'entrée. Puis je m'enfonçai résolument dans un monde de nuit et de silence.
Or, ce silence fut aussitôt troublé par mon intrusion. L'écho de mes pas résonnait dans l'obscurité. Je percevais le chuintement de ma respiration, les battements de mon cœur. Tenant mon sac et mon bâton dans une main, je levai la lanterne de l'autre. N'importe quoi pouvait se tapir au-delà du halo de lumière jaune. J'avais dû parcourir une bonne centaine de mètres sans avoir rencontré ni mur, ni obstacle, quand je perçus un changement. Mes pas ne produisaient plus aucun bruit. Devant moi, une large ouverture révélait le début d'un escalier qui montait. Je m'arrêtai alors, retenant mon souffle. Une fille me regardait, assise sur les premières marches. Une fille aux longs cheveux pâles, vêtue d'une robe élimée, les pieds nus. Elle se leva et me sourit. Derrière ce sourire, on lisait sur ses traits une espèce de volonté féroce. C'était Mame Mouldil. Les sorcières de Pendle n'avaient donc pas toutes trouvé la mort dans la tour comme je l'avais cru. Mais comment Mab était-elle arrivée ici? Par quelle magie avait-elle franchi la barrière invisible?